Nous allons du coup accueillir ce soir. Nous aurons deux points sur des rapports du délégataire. Vous le savez, au dernier conseil municipal, on en a passé. On a eu au niveau administratif du retard lié à la crise Covid, forcément, puisque les délégataires ne pouvaient pas venir, même s'ils y étaient invités, ils ne pouvaient pas venir sur le conseil municipal. Donc on rattrape au fur et à mesure des conseils municipaux ce sujet-là. Donc nous avons en point numéro un rapport annuel du délégataire sur 2020 cette fois-ci. Donc on est dans la bonne année, puisque c'est toujours en décalé pour l'entreprise Suez et notamment la délégation de services publics sur la partie donc réseau assainissement, à la fois collecte et puis traitement. Nous avons donc la joie d'accueillir Monsieur Iboua, Monsieur Couty et puis Madame Fourès ce soir. Et donc on va leur laisser la parole. C'est à vous. Connect. C'est bon. Donc, on était là il y a quelques mois pour présenter le rapport annuel 2019, comme M. Bernardin le disait. On va présenter le rapport 2020. Donc, pour commencer, donc, pour présenter en présence, donc, il y a Mme Fourès qui est ici, qui est directrice adjointe de l'agence en charge de la partie exploitation, accompagnée de M. Couty, donc, qui est le technicien référent sur le secteur, donc qui connaît bien les installations. C'est la tête locale, la personne locale, et moi-même en charge du commerce et de la vie du contrat. Le bilan d'exploitation pour l'année 2020. Donc, juste un petit rappel du contexte. Donc, le contexte 2020 était particulier avec l'entrée en vigueur de l'état d'urgence en mars 2020, qui a été prolongé jusqu'en juillet. Donc, en fait, Suez, à partir de ça, a mis en œuvre également des plans de continuité d'activité. L'objectif numéro 1, c'était de préserver la santé de nos collaborateurs et en 2, garantir une continuité de service de l'activité assainissement sur le territoire. À l'issue de cette première période d'état d'urgence, le 11 mai, il y a eu une première période où il y a eu un plan de reprise d'activité, où on a pu reprendre des activités qu'on avait stoppées. Toutes les activités d'entretien préventif avaient été stoppées. On avait mis en place des équipes qui tournaient en binôme, avec des rotations en binôme, pour éviter que les équipes se croisent, pour éviter qu'il y ait des foyers de contamination, qu'on ait des équipes entières sur un secteur qui soit mis à l'isolement, personne contact. Et ensuite, à partir du mois de juin, on a eu une deuxième phase de reprise où on a repris des activités, donc des activités préventives, les contrôles chez les particuliers, qui s'est suivi dans l'année 2020 avec une reprise progressive avec des consignes spécifiques pour chaque acte métier. Les conditions d'exploitation étaient un peu particulières pour cette année 2020. On a constaté une forte augmentation des interventions d'urgence sur les usines, principalement en cause du rejet de lingettes dans les WC, lingettes désinfectantes. On a observé, pour avoir un ordre de grandeur, aujourd'hui les lingettes pendant la période Covid ont doublé à l'entrée des centres d'épuration. Ça impacte les fonctionnements des installations. Donc j'ai mis une photo significative. Ça bouche les pompes. Ça bouche les pompes en fait aujourd'hui le poste de relevage ou les installations ne fonctionnent pas. Donc ça occasionne des dégâts, des interventions opératives, mais également des débordements. Et il y a tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire au moment où ça commence à se boucher. Donc la pompe est moins bien et moins efficace, donc consomme plus d'énergie pour le même volume. Ensuite, on a donc mis en œuvre des protections adaptées pour les agents pour continuer à travailler dans les conditions de leur intégrité. Donc, on a des masques, des bières. Et après, dernier point particulier, donc c'était une restriction concernant, on avait évoqué la dernière fois, concernant l'épandage des boues de station d'épuration. C'est suspendu suite à une note de l'ANSES par principe de précaution et confirmé par un décret paru courant 2021 qui interdit l'épandage sur la station. Produite par la station sur Tarn était en formation à 50% épandu et à 50% envoyé en compostage. À Saint-Sulpice, excusez-moi, et dorénavant envoyé en compostage. Et sur Tarn, il y a une partie des boues qui arrivent sur la filière de la station de Saint-Sulpice, comme on avait évoqué la dernière fois. Données patrimoniales référencées dans le SIG. Aujourd'hui, il y a 48 km de réseau référencés dans le SIG. On l'avait évoqué la dernière fois, il y avait une part importante de réseau en PVC et une part également importante
réseau classé inconnu, donc c'est-à-dire le matériau était non connu, qui engendrait un indice de connaissance et de patrimonial en 2020 de 25 sur 120. C'est en progression par rapport à l'année 2019 où il était à 15, mais ce n'était pas encore satisfaisant. C'est une demande de la collectivité et un travail conjoint qui était mené depuis quelques années, qui a été mis en œuvre pendant la période Covid pour essayer de continuer à compléter et à compiler des données d'exploitation, de croiser des données avec des services de la collectivité. Donc l'ensemble de ce travail qui a été fait avec la collectivité a été compilé et intégré dans le SIG et on observe une nette amélioration. À partir de 2021, l'indice de connaissance de gestion patrimoniale passera à 90, 120. Indice non négligeable parce que demain, c'est un indice qui sera regardé par le service de l'État pour octroyer des subventions aux collectivités. Et ce gap assez significatif aujourd'hui, en fait, il y a trois parties dans cet indice. Il y a une première partie qui est 15, qui est les plans des réseaux. Ça, aujourd'hui, avant, encore, on avait 15 sur 15, donc c'est pas un souci. Il y avait une partie B, 30. Avant, en fait, au regard du linéaire assez important de réseaux inconnus pour les matériaux, inconnus pour les diamètres et inconnus pour les périodes de pause, en fait, on stagnait à 10, c'est 25 sur 120. Et à partir du moment où on n'a pas 40 points sur ces deux premières parties, on ne peut pas compiler les points d'après. La gestion des réseaux, c'est plutôt une partie qualitative. Dont le programme de curage annuel, l'inspection de qualité, un peu plus plan de renouvellement, une vision un peu plus précise des branchements. Aujourd'hui, en fait, avec le travail qui a été réalisé avec la collectivité, on a pu passer à 30 la partie B, ce qui nous fait qu'on dépasse les 40 points partie A et B cumulés, qui nous permettent de valoriser les 45 points qui étaient effectifs avant dans la partie C, qu'on ne pouvait valoriser. C'est fait qu'on arrive aujourd'hui à 90 en 20, qui est un très bon score. Et les derniers points à travailler sont un point qui est un peu sur l'altimétrie des réseaux, c'est la géolocalisation précise des réseaux. Ça, c'est généraliste sur l'ensemble des collectivités, c'est une faible connaissance précise de mettre près des réseaux, mais qui l'altimétrie. Et après, la deuxième partie va évoluer, c'est le programme de renouvellement des réseaux à 3 ans. Et ça va arriver prochainement parce qu'il y a un schéma directeur qui est en œuvre et qui va le traiter. En fait, aujourd'hui, on observe une nette amélioration de cet indice, montée de la collectivité, et c'était des points qui étaient clairement séance. Donc, on est à vous faire part et à surtout quelle méthode on l'avait mis en place. Pour la partie exploitation des réseaux, le linéaire curé, donc en 2019, on avait curé 3900 mètres, on a curé 1000 mètres en 2020. Comme je vous expliquais, il y avait une partie en 2020 qui avait été suspendue des activités préventives. On a réalisé 1000 mètres de curage. On a inspecté 1000 mètres de réseau avec une caméra, mais on observe quand même une nette diminution des interventions curatives sur le réseau. On avait observé 33 débouchages en 2020 sur le réseau, on n'en a que 7 en 2020. Et 12 débouchages de branchement en 2019, on n'en a que 7 également en 2020. La baisse significative de l'intervention curative sur le réseau est principalement due aux travaux réalisés par la collectivité sur l'avenue de Terre-Noire, avec du renouvellement de réseau, qui était fortement dégradé, qui se fait régulièrement et qui en fait, aujourd'hui, on observe une nette amélioration là, donc moins de débordements également. Pour la voirie, il y a des options. Pour le parti fonctionnement de la station d'épuration, on observe une pluviométrie légèrement en baisse. On observe des volumes traités qui sont moins stables ou légèrement en hausse par rapport à 2019. Et de la partie fonctionnement, on a une production de boue qui est légèrement en baisse. La consommation électrique est légèrement à la hausse. Comme je vous l'expliquais, on a constaté sur quelques postes de relevage clés, PR du PR atelier, d'obstruction, beaucoup de glace et de lingettes dans les réseaux, temps de fonctionnement plus important, et en partie de énergétique. Pour certains, on a, dans le cadre du contrat, il y a un programme de renouvellement des pompes. Quelques années, quand on renouvelle les pompes et on a mis des pompes plus adaptées à
nouvelle configuration assez de lingettes sur certains postes de relevage clés pour essayer justement. Et après, en termes de consommation de réactifs, on observe mais tonnes 5 ferry par rapport à 4 tonnes 3. Il y a un petit décalage, mais on est sur des quantités très faibles et c'est un effet de raison sur la station et la consommation de polymères sur la fibre est stable. Il faut retenir en termes de performance épuratoire en 2020, c'est un dépassement. Et on a une station d'épuration qui a été conforme pour l'année 2020. On souhaitait faire un focus sur la mise en place du diagnostic permanent. On l'avait évoqué, l'IS avait fait l'objet d'une évolution réglementaire qui donne un avenant en 2000. Et on l'a mis en 2019-2020. Aujourd'hui, on a pu quelques données qui permettent de vous faire une première restitution globale. Je passe la parole à Julie. Bonsoir à tous. Donc, pour resituer un petit peu, qu'est-ce que le diagnostic permanent dans un système d'assainissement? Il faut voir que depuis la loi des milieux aquatiques, de l'eau et des milieux aquatiques de 2006, on a une évolution constante de la réglementation au cours des années qui vise à améliorer la connaissance et la maîtrise des systèmes d'assainissement. Donc on est parti des plus gros systèmes et on s'est acheminé au fil des années vers les plus petits. On s'est d'abord occupé de tout ce qui était station d'épuration pour que chaque système ait une station qui traite correctement ce qu'il avait à traiter et qui soit bien dimensionné. Et maintenant, on passe plutôt vers les systèmes de collecte pour avoir à terme une vision intégrée du système d'assainissement. Donc, en gros, un système d'assainissement, ça va se décomposer dans cette vision de diagnostic permanent en 3 parties. Vous allez avoir la partie des entrants. Donc, dans les entrants, on a ce qui paraît assez évident, les eaux usées, puisque c'est ce qu'on collecte. Donc ça, il faut absolument qu'elles viennent et qu'elles soient captées dans ce système. Il va y avoir des intrants qui doivent être captés, mais dans certaines conditions. Donc ça va être tout ce qui est eau usée non domestique. On va les accepter, mais il va falloir qu'elles respectent un certain nombre de paramètres pour pouvoir être acceptées par le système. Et il va y avoir les eaux claires parasites. C'est toutes les eaux qui sont là et qui ne devraient pas y être. Donc on va avoir par exemple la pluie, les nappes d'eau par infiltration. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va rentrer dans le système. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va en sortir. Donc, dans ce qui sort, il y a, Arnaud en parlait, tout ce qui va être débordement, les incidents qui font que le réseau se bouche et déborde. Il va y avoir tout ce qui est déversement. Donc là, on va être sur une notion plus capacitive, c'est-à-dire que, par exemple, en temps de pluie, si vous avez des eaux de pluie en trop, le réseau ne va pas être capable d'absorber tout ce qui vient, alors qu'en fonctionnement courant, il l'est. Et il va se mettre aussi à déverser. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les rejets autorisés, entre guillemets. Ça va être l'exutoire de la station d'épuration. Donc pareil, autorisé, mais en respectant un certain nombre de performances pour qu'il y ait un impact limité sur le milieu récepteur. Au milieu de tout ça, il y a votre patrimoine. Votre patrimoine, il part du branchement de l'usager, il passe par les collecteurs, il va passer par un certain nombre d'ouvrages, dont les postes de relèvement à l'intérieur du réseau, et il va arriver à l'ouvrage final de traitement qui est la station d'épuration. Et l'idée du diagnostic permanent, c'est vraiment pour chaque partie de ce système de se poser des questions et de mesurer ce qui se passe, comprendre le fonctionnement, déclencher des investigations ou en tirer des conclusions pour pouvoir ensuite agir sur les dysfonctionnements ou sur les choses à améliorer, que ce soit de notre côté au travers de notre contrat de délégation ou vous de votre côté sur tout ce qui vous incombe en tant que maîtrise d'ouvrage. Donc pour illustrer un petit peu ça, je vais vous parler d'une des entrées du système, donc, qui sont les eaux claires parasites. Donc, dans le cadre du contrat, comme le disait Arnaud, une des choses qui a été contractualisée pour assurer ce suivi des eaux claires parasites, c'est de mettre en place 4 débitmètres sur le réseau d'assainissement, donc, qui vont permettre de le découper en 5 bassins de collecte différents. Ces débitmètres, en fait, ça permet de regarder les volumes qui passent dans les tuyaux, tout simplement. Et en fait, en analysant les données sur toute une année, on va pouvoir calculer par temps sec, par temps de pluie, la nuit, quand il est censé y avoir pas d'eau dans les réseaux, puisque
pas censé s'en servir. On va permettre de calculer la répartition en fait, des différents mètres cubes qui transitent. On va avoir les eaux usées strictes qui sont normales d'être là. On va avoir les eaux de pluie et on va avoir ces fameuses eaux de nappe. Et on va savoir par bassin versant combien il y en a en termes d'ordre de grandeur. Et c'est là où on passe vraiment dans une autre gestion du système parce que grâce à ça, on va pouvoir orienter les investigations qu'on va faire sur le réseau vers là où l'effort va être le plus payant. C'est-à-dire qu'on va se concentrer tout de suite sur les bassins versants qui ont le plus de problèmes et sur lesquels on va pouvoir cibler plus rapidement les choses correctives à faire pour le résoudre. Donc, pour illustrer ça, donc, je vous ai dit les eaux claires parasites, c'est de deux sortes. Soit on va trouver des eaux de pluie. Donc les eaux de pluie, comment on va cibler d'où elles proviennent? On va faire par exemple des campagnes de tests à la fumée. Donc on injecte la fumée dans le réseau, on regarde par où elle sort. Si elle sort par des gouttières, etc., c'est des mauvais raccordements et c'est des dysfonctionnements qu'il va falloir régler. Ça, c'est une type d'investigation. Si on a par contre des eaux qui viennent de la nappe, donc d'infiltration, de cassure, de racines qui s'insèrent dans le réseau, ça, on va pouvoir aller les chercher avec de l'inspection télévisée. Donc on fait passer une petite caméra dans les collecteurs et on va pouvoir regarder les dysfonctionnements. Donc une fois qu'on a analysé la cause des dysfonctionnements, eh bien, soit effectivement il est de nos prérogatives dans le cadre du contrat de délégation de faire les travaux. Par exemple, si on voit une casse, voilà, on va venir réparer la casse. Et soit c'est hors contrat de délégation, admettons qu'on ait tout un tronçon à renouveler parce qu'il est vraiment défaillant structurellement. Et dans ce cas-là, on va pouvoir vous faire des préconisations pour vous dire, voilà, dans les investigations qu'on a menées, on a tel et tel type de travaux qui sont plutôt de votre ressort de maîtrise d'ouvrage, puisque c'est du structurel. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'on va pouvoir vous dire, on espère gagner en réduction d'eau claire parasite un ordre de grandeur de tant de mètres cubes pour un ordre de grandeur financier de tant d'euros. Et du coup, dans vos choix de maître d'ouvrage, vous allez pouvoir avoir plus de critères de choix pour cibler en fait, vos investissements au fil de l'eau. Je fais le lien avec le schéma directeur que vous avez mené l'année dernière, qui est en cours là. En fait, le schéma directeur, c'est un peu les mêmes démarches, sauf que le schéma directeur, ça va être la photo à l'instant T. Et ce diagnostic permanent, ça va vous permettre au fil de l'eau de suivre aussi, en fonction des travaux que vous allez faire, l'évolution des préconisations de votre schéma directeur, éventuellement au bout de certaines années, peut-être de le recaler aussi en fonction du passe, des vieillissements et puis des travaux. Et ça va vous permettre d'animer toute votre gestion du réseau d'assainissement en tant que maître d'ouvrage avec des outils d'aide à la décision précis. Voilà. Ensuite, on va passer au bilan clientèle. On observe un nombre d'abonnés qui est relativement stable sur les années et des volumes assujettis qui sont relativement stables, voire en légère. Facturé. Le prix du service aujourd'hui est à un prix de mètre cube à 2,16 € TTC qui englobe la part délégataire, la part collectivité et la part aussi pour les organismes, la redevance pour la modernisation des réseaux. Il y a du bilan financier. Aujourd'hui, résultat 2020 est déficitaire de 20 000 €. Aujourd'hui, on remarque dans les produits à l'exploitation du service pour la part délégataire, il y a la part collectivité qui est versée à la collectivité. Et ensuite, il y a les travaux attribués à titre exclusif, qui sont principalement les branchements réalisés par les particuliers lors des nouvelles constructions. Pour ce qui est des charges, on observe les principaux postes de charge, donc le poste personnel, le poste électricité, qui sont globalement relativement stables par rapport aux années d'avant. On observe une hausse qui explique ce déficit, principalement sur le poste analyse. En 2020, on a réalisé les analyses RSDE, qui étaient une obligation réglementaire qui était prévue au contrat. Les analyses qui sont réalisées campagne sortie en 2020, campagne d'analyse réalisée en 2022. L'objectif est d'analyser les polluants présents dans l'eau, suivre leur évolution dans le temps, parce que les pollutions peuvent être ponctuelles et ou territoire.
Et après, on observe surtout une augmentation du poste sous-traitance matière fourniture, qui est principalement expliquée par, vous avez dit tout à l'heure en introduction, c'est lié au changement de réglementation et au traitement des boues qui a engendré un surcoût d'exploitation et l'arrêt de l'épandage, de 50% des boues produites en épandage. En synthèse, pour retenir donc les perspectives pour les années futures, c'est pour les années 2021 et l'année 2022, parce qu'on est bientôt en fin 2021. Donc c'est la remise d'un rapport diagnostic permanent, c'est ce que Juliette vous a présenté, donc il sera remis à la collectivité et au service de l'État, comme prévu réglementairement. On est en discussion avec la collectivité pour prendre en compte les évolutions réglementaires pour la gestion des boues qui a intervenu à l'issue de la crise Covid. Également en discussion avec la collectivité pour intégrer les nouveaux ouvrages dans le périmètre d'exploitation dans le cadre de la délégation pour les actes de port du Tarn. Donc ça engendre une petite partie de réseau et un poste de relevage. Et on fait avec la collectivité la mise en œuvre de la convention de déversement des établissements Novalie une fois qu'ils auront construit leur installation de traitement. Voilà la présentation. Et on peut répondre à d'éventuelles questions. Merci, merci pour cette présentation très détaillée, très technique et très professionnelle aussi. Vous avez, je le souligne en tout cas, fait l'effort d'essayer de vulgariser un maximum cette présentation pour que l'ensemble des conseillers qui ne sont pas spécialistes de la partie assainissement, qui n'ont pas un cursus académique dans l'assainissement, puissent comprendre. Donc merci, merci à vous. Y a-t-il des questions ? Madame Mazouz, donc je rappelle à l'ensemble des conseillers, quand vous prenez le micro, pensez bien à faire nom-prénom pour que les personnes et le personnel qui font la retranscription du conseil municipal puissent suivre avec intérêt, en tout cas avec repère, les dialogues. Merci à vous. Madame Mazouz. Et citoyenne, j'avais une petite question très simple. Vous venez d'évoquer la hausse de la sous-traitance liée à un traitement différent des boues. Il y a quelque temps, au conseil municipal, on a voté la possibilité d'accueillir des boues d'autres communes sur la station d'épuration de Saint-Sulpice. Et si effectivement on ne peut pas épandre ces boues comme c'était prévu, ce surcoût, il est, je dirais, partagé en fonction des entrants des différentes communes qui peuvent venir faire traiter leurs boues ici à Saint-Sulpice. Donc oui, ce surcoût est pris en compte parce que, pour rappeler l'origine de cette démarche, en fait, c'est la station de Lys-sur-Tarn qui épandait 100% des boues qui ne peut plus les épandre. Donc en fait, c'était bien lié à cette nouvelle réglementation. Donc bien sûr, ça a été pris en compte. Bien sûr, le prix de traitement de ces boues qu'on accepte sur la station d'épuration il y a une part délégataire et une part collectivité, il y a une part reversée à la collectivité, prend en compte un traitement de ces boues. Il y a une filière de compostage en suivant. Donc c'est bien pris en compte et c'est pas les habitants de Saint-Sulpice qui financeront le traitement des boues de la commune de Lys-sur-Tarn. C'est bien la commune de Lys-sur-Tarn, via le prix qui paye le traitement des boues sur la station de Saint-Sulpice, qui paye ce traitement. D'accord, merci. Avez-vous d'autres questions ? Donc vous le voyez, hein, les morceaux du puzzle qui ne sembleraient pas cohérents, en tout cas parce qu'évoqués au fil des conseils municipaux, commencent en fait à prendre forme. On a parlé lors d'un conseil municipal d'un schéma directeur d'assainissement. On a parlé de travaux sur l'avenue des Terres Noires, travaux dont on avait eu des subventions également. Monsieur Ebois aussi disait la mise à jour patrimoniale du réseau, parce que derrière, qui dit mise à jour patrimoniale dit aussi sujet de subvention et aussi, on va dire, vis-à-vis des donneurs d'ordre et des financeurs, une image de maîtrise du réseau et du patrimoine de la collectivité, sachant que on en avait parlé avec vos compères, vos homologues de la partie eau potable, le patrimoine, les citoyens voient souvent le patrimoine bâti d'une commune ou le patrimoine routier d'une commune. Rares sont ceux qui voient ou connaissent le patrimoine en fait enterré, et les tuyaux en font partie. Donc on avait parlé avec le syndicat des eaux de la partie eau potable, mais l'assainissement en fait partie et la station d'épuration également.
Et puis des contrôles réguliers, M. Iboa le disait aussi, notamment dans cette année Covid, des contrôles sur le rejet de la partie assainissement dans la rivière Tarn, et notamment ce qu'on appelle du rejet eau brute. En fait, et là aussi, des morceaux de puzzle qui commencent à se mettre en œuvre, puisqu'on a parlé ici en conseil municipal, peut-être dans une future délégation de service public qui arriverait en cours de mandat, ou bien sur un appel à manifestation, de pouvoir répondre en fait à la réutilisation des eaux usées ou des eaux brutes sortant de la station d'épuration pour pouvoir arroser la partie verte ou enherbée de la commune, et donc ne pas avoir à utiliser l'eau potable. Donc tout ça, en fait, ça commence à prendre corps, ça commence à faire sens, ça va dans la ligne de politique publique que l'équipe majoritaire s'était inscrite pour ce mandat. Donc il y a des fois des choses qui vont un peu plus vite, d'autres un peu moins, mais on le voit bien, en tout cas, le tableau commence à prendre forme, et je pense que durant ce mandat, nous allons continuer sur cette partie-là. Pas d'autres questions? Remarques ou observations? Écoutez, Madame Fourès, Monsieur Coutier, Monsieur Iboa, je vous remercie. Merci pour votre venue. Et on pourra dire que sur la partie assainissement, nous serons mis à jour et nous aurons rattrapé l'année Covid en fin d'année 2021. Voilà. Donc vous l'avez compris, pas de vote pour ce point-là sur le rapport annuel d'activité du délégataire Suez, mais juste une prise d'acte. Nous allons passer, je laisse